Ma fille m'a lancé au téléphone. Ne viens pas pour Noël, mon mari te hait. J'ai dîné seul dans un petit bistrot lyonnais où des inconnus chaleureux m'ont accueilli comme un des leurs. 7 ans plus tard, grièvement blessée dans un accident, elle m'a supplié pour 180 000 € de soins. Ma réponse l'a anéanti. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le téléphone vibrait sur la table basse. L'écran affichait Céline, ma fille, mon unique enfant. J'ai décroché avec ce sourire idiot que provoque toujours l'appel d'un être cher. Papa, il faut qu'on parle. Son ton glacial m'a immédiatement figé. 40 ans comme notaire m'ont appris à détecter les mauvaises nouvelles dans une voix. Celle-ci transportait un iceberg. Je t'écoute, ma chérie. Un silence. Puis ces mots qui ont fait basculer ma vie. Ne viens pas pour Noël. Thomas dit que, enfin, c'est mieux si tu ne viens pas cette année, ni les prochaines d'ailleurs. Ma main s'est crispée sur le combiné. Autour de moi, mon appartement du 6e arrondissement semblait soudain terriblement silencieux. Les guirlandes que j'avais installées la veille brillaient stupidement dans le salon vide. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Thomas trouve que bon, tu ne comprends pas notre monde, papa. Tes histoires de notariat, tes costumes démodés, ton appartement vieillot, ses parents sont industriels, tu sais. Ils ont un certain niveau, et toi, tu es juste un simple notaire à la retraite. Juste un simple notaire. Les mots résonnaient comme des gifles. Moi qui avais financé ses études, payé son mariage somptueux à la bonne auberge, 47 000 € que je n'avais jamais regretté jusqu'à cet instant précis. Moi qui, 3 ans après la mort de sa mère, avais tenu bon en me disant qu'au moins ma Céline était là. Thomas dit que tes anecdotes sur les successions et les donations embarrassent tes associés. L'année dernière, au dîner de Noël, tu as parlé 20 minutes d'usufruit. 20 minutes, papa, personne ne s'intéresse à ça. J'ai fermé les yeux. Je me souvenais de ce dîner. Thomas m'avait présenté à ses parents avec ce sourire condescendant qui ne lui quittait jamais le visage. Voici Pierre, mon beau-père. Il était notaire, dans le genre traditionnel. Le genre traditionnel. Code pour ringard. Et puis franchement, nous préférons passer Noël entre nous. C'est plus approprié à notre statut. Leur statut. Leur appartement rutilant à Confluence, payé à crédit jusqu'aux yeux. Leur voyage à Dubaï posté sur Instagram. Leur Range Rover flambant neuf, encore un crédit, j'en étais certain. Tout ce vernis qui cachait... Quoi, exactement? Céline, je suis ton père. Et je t'en suis reconnaissante, papa, vraiment, mais tu dois comprendre. Nous évoluons dans des cercles différents maintenant. Nous évoluons. Elle parlait comme si elle avait intégré la famille royale. Alors qu'elle n'était que responsable marketing dans une PME lyonnaise, tandis que son prince charmant vendait des logiciels en se faisant appeler directeur commercial pour impressionner. Donc c'est définitif? C'est mieux comme ça, pour tout le monde. Elle a raccroché. Pas d'au revoir. Pas de je t'embrasse. Juste le bip sec de la fin d'appel. Je suis resté assis là, dans mon salon décoré pour un réveillon qui n'aurait pas lieu, à fixer le sapin que j'avais acheté rue de la République. Un beau sapin Nordmann, parce que Céline avait toujours aimé les Nordmann. Quelle ironie magnifique! 3 ans plus tôt, quand Marie était partie, un anévrisme foudroyant, même pas le temps de lui dire au revoir, Céline m'avait juré qu'elle serait là. Tu ne seras jamais seul, papa. Elle l'avait dit en tenant ma main pendant les funérailles. Je l'avais cru. Pauvre imbécile que j'étais. Le pire, ce n'était même pas la première alerte. Les appels s'étaient espacés. Les visites aussi. Toujours une excuse. Un déjeuner d'affaires. Un week-end à la montagne. Une formation professionnelle. Et moi, le vieux con compréhensif, qui acquiesçait. Bien sûr, ma chérie, on se voit la prochaine fois. Je me suis levé, mes genoux craquant comme s'ils voulaient souligner mon âge. 67 ans. Pas si vieux que ça, pourtant. Encore en forme. Encore capable de comprendre un monde qui, apparemment, n'avait plus besoin de moi. Dans la cuisine, j'avais préparé le menu du réveillon. Des Saint-Jacques, son plat préféré. Un magret de canard, un Châteauneuf du Pape 2015 que je gardais pour l'occasion. Tout ça pour personne. J'ai regardé la table dressée.
Une assiette, un verre, une serviette soigneusement pliée. Le portrait parfait de la solitude. Non, je refusais de passer le réveillon comme ça, à me morfondre dans mon appartement vide, entouré des fantômes de Noël plus heureux, à imaginer Céline et Thomas trinquant avec les industriels, riant de ce vieux père encombrant qu'ils avaient réussi à écarter. J'ai attrapé mon manteau, celui que Céline trouvait démodé, et je suis sorti dans la nuit lyonnaise. Il était 20 heures. Les rues du 6e scintillaient de décorations festives qui me narguaient. Partout, des familles rentraient chez elles, les bras chargés de cadeaux. Partout, sauf chez moi. Le froid de décembre me giflait le visage. Parfait. J'avais besoin de sentir quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer dans cette rage froide qui montait en moi. Une rage qui murmurait une vérité dérangeante. Ma fille venait de faire une erreur. Une très grosse erreur. Mais elle ne le savait pas encore. Mes pas m'ont guidé sans but précis à travers les rues décorées. J'ai traversé le Rhône, évité les groupes joyeux qui se dirigeaient vers la place Bellecour. Je ne voulais pas de leur bonheur. Pas ce soir. C'est rue Duquesne que je l'ai vu. Un petit bistrot, enseigne discrète, chez Simone. De la lumière chaude filtrée par les fenêtres embuées. À l'intérieur, j'apercevais des silhouettes qui bougeaient, des éclats de rire. La vie, quoi. J'ai hésité sur le seuil. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Au moins, je ne serai pas seul avec mes pensées toxiques. La chaleur m'a enveloppé dès que j'ai poussé la porte. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, s'est tournée vers moi. Son sourire était authentique, pas de ces sourires commerciaux qu'on voit partout. « Bonsoir, vous êtes seul ?» Question piège, s'il en est. Seul? Techniquement, oui. Émotionnellement, catastrophiquement. Apparemment, elle a ri. Pas de pitié dans ce rire, juste de l'empathie. Eh bien, pas ici. Venez, on vous fait une place. Elle m'a guidé vers une grande table où étaient installées une dizaine de personnes. Tous des habitués, visiblement. Ils m'ont accueilli avec cette facilité déconcertante des gens qui n'ont rien à prouver. Simone Bernard, s'est présentée la patronne. Bienvenue chez moi. Un homme d'environ 70 ans, élégant malgré son pull en laine simple, m'a tendu la main. Claude Martin, enchanté. Vous buvez quoi? Ce que vous me conseillez. Ses yeux se sont illuminés. Il a attrapé une bouteille derrière lui. Un Côte-du-Rhône village, cuvée 2018. Pas prétentieux, mais honnête, un peu comme nous tous ici. J'ai souri malgré moi. Le vin était effectivement excellent. Fruité, équilibré, avec cette finale légèrement poivrée caractéristique de l'appellation. « Vous vous y connaissez » a observé Claude. « J'ai une petite collection, rien d'extraordinaire. » Ne soyez pas modeste, je reconnais un amateur quand j'en vois un. J'étais sommelier au Bocuse avant la retraite. Nous avons parlé vin, terroir, millésime. Les autres convives se sont joints à la conversation, chacun ajoutant son grain de sel. Une femme, Estelle, professeure à la retraite, débattait passionnément des mérites du Beaujolais. Son mari, François, opinait en souriant. Et puis il y avait cette jeune femme qui servait les tables, 25 ans peut-être, cheveux bruns attachés, regard intelligent, elle s'appelait Zoé. « Vous étudiez ?» lui ai-je demandé entre deux plats. Simone m'avait imposé un menu complet, refusant catégoriquement que je paie. À distance, droit. Ses yeux se sont assombris. Enfin, j'essaie. Entre le boulot ici et mon autre job au café de la gare, c'est compliqué. Quelle branche? J'hésite entre notarial et fiscal. Mais franchement, monsieur, avec mes horaires, j'ai l'impression de rêver pour rien. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Cette fille se battait pour réaliser ses ambitions pendant que ma propre fille, à qui j'avais tout donné, me rejetait comme un vieux meuble encombrant. Ne baissez jamais les bras, ai-je dit. Le droit notarial est passionnant, exigeant, mais passionnant. Elle a souri, un vrai sourire plein d'espoir. Le repas s'est poursuivi. Simone a apporté un gigot rôti magnifique. Claude a sorti une autre bouteille, un ermitage cette fois. On m'a raconté des histoires du quartier. François m'a expliqué comment il avait restauré sa vieille Peugeot. Estelle a récité un poème de Prévert. Elle enseignait la littérature. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri, vraiment ri. Pas ce rire poli qu'on réserve au dîner forcé avec des gens qu'on n'aime pas. Un rire qui venait du ventre. Vers minuit, quand Simone a apporté la bûche,
Une vraie, pas ces horreurs industrielles. J'ai réalisé quelque chose d'étrange. Ces inconnus m'avaient offert plus de chaleur en quelques heures que ma propre fille en 3 ans. « On trinque !» a lancé Claude en levant son verre. « Au hasard qui nous réunit !» Tout le monde a levé son verre. Même Zoé, qui avait fini son service et s'était jointe à nous. En rentrant chez moi, vers 2 heures du matin, l'appartement m'a semblé différent. Toujours vide, certes, mais je n'avais plus cette boule d'angoisse au ventre. Je me suis assis à mon bureau, celui où j'avais rédigé des centaines de testaments, de donations, d'actes de toutes sortes. J'ai sorti un carnet vierge et j'ai commencé à écrire. Des noms, des dates, des montants. Ma fille avait fait un choix. Elle avait choisi le brillant Thomas et son mépris de classe. Elle avait choisi un statut imaginaire plutôt que son père. Très bien. Moi aussi, j'allais faire des choix. J'ai pensé à Zoé et ses rêves d'études juridiques, à Simone et son bistrot chaleureux, à Claude et sa passion partagée pour les vins, à tous ces gens qui m'avaient accueilli sans me juger, sans me trouver démodé ou embarrassant. La famille, ce n'est pas le sang, me suis-je dit en traçant les premières lignes de mon plan. C'est ceux qui sont là quand tu en as besoin. Céline recevrait sa part. La loi française est claire, la réserve héréditaire protège les enfants. En tant que fille unique, elle aurait droit à la moitié de ma succession. 50%. Pas un centime de plus. Le reste irait à ceux qui le méritaient vraiment. J'ai souri en calculant. Mon appartement valait environ 520 000 euros. Ma collection de vins, près de 80 000 euros. Quelques placements, un peu d'épargne. Au total, un patrimoine respectable, que je pouvais encore, de mon vivant, réorganiser comme bon me semblait. Il existait des outils juridiques magnifiques pour ça. La donation avec réserve d'usufruit, par exemple. Je pouvais donner mon appartement à quelqu'un tout en gardant le droit d'y vivre jusqu'à ma mort. Après quoi, cette personne en deviendrait pleinement propriétaire. Et ce bien ne ferait plus partie de ma succession. Légal, imparable, élégant. Dehors, Lyon scintillait dans la nuit de Noël. Quelque part, Céline et Thomas célébraient avec les industriels, savourant leur victoire d'avoir écarté le vieux père gênant. Ils ne savaient pas encore qu'ils venaient de déclencher quelque chose de patient, quelque chose de méthodique. Quelque chose qu'un notaire sait faire mieux que personne, préparer l'avenir avec une précision chirurgicale. J'ai refermé mon carnet et je suis allé me coucher, un plan naissant dans l'esprit. 7 ans, me suis-je dit. Je me donnais 7 ans. 7 ans pour que Zoé termine ses études. 7 ans pour construire ma nouvelle famille. 7 ans pour que Céline comprenne le prix de ses choix. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Mais la justice? La justice se sert à température réfrigérée, avec tous les papiers en règle et les tampons officiels bien alignés. Je me suis endormi avec un sourire. Joyeux Noël, ma chérie. Profite bien. Le prochain sera très différent. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que le bistrot de Simone était devenu mon refuge. Pas seulement un endroit où manger, un véritable second foyer. 3 fois par semaine, j'y déjeunais. Le dimanche, j'y prenais l'apéritif avec Claude. Et chaque fois, je redécouvrais ce qu'était une conversation authentique. Zoé avait cette façon particulière de ranger les verres, méthodique et efficace. Un soir, alors qu'elle s'affairait derrière le bar, je l'ai surprise en train de relire ses notes de cours entre 2 clients. Du droit des contrats. Niveau licence 2e année. « Comment tu gères ?» lui ai-je demandé. Elle a levé les yeux, un sourire fatigué aux lèvres. « Avec difficulté, monsieur Fabre. Le café de la gare le matin de 6 heures à midi, ici de 18 heures à minuit. Entre les deux, j'essaie d'étudier. Les examens approchent et je... » Sa voix s'est brisée. J'ai vu ses mains trembler légèrement en posant le verre qu'elle tenait. « Combien tu paies pour tes études ?»« 3 000 € l'année. Formation à distance, c'est déjà moins cher qu'en présentiel. Mais avec le logement, la bouffe. Je dors 4 heures par nuit, monsieur Fabre. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au diplôme. 3 000 €. Une somme dérisoire. »
Le prix d'un week-end à Saint-Tropez pour Céline et Thomas. Le prix d'une bouteille lors de leur dîner mondain. Et si quelqu'un finançait tes études, ai-je proposé. En échange, tu lâcherais le café de la gare. Tu ne travaillerais qu'ici le soir. Tu aurais du temps pour vraiment étudier. Son regard s'est durci. Je ne demande pas la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Tu es brillante, Zoé. Tu mérites ta chance. Moi, j'ai les moyens. C'est une transaction équitable. Elle a hésité longuement. Simone, qui avait tout entendu depuis la cuisine, est intervenue. « Accepte, ma petite. Pierre a raison. Tu vas t'épuiser à ce rythme. » Zoé a fini par acquiescer, les larmes aux yeux. Elle ne savait pas qu'elle venait de devenir un élément essentiel de mon plan. Un élément volontaire, certes, mais crucial. Pendant ce temps, ma fille biologique donnait des signes de vie sporadiques. Un texto en mars. Besoin de 8 000 € pour refaire la cuisine. Tu peux virer. En mai. On part en Grèce 3 semaines. Il nous manque 5 000 €. En juillet. Le Range Rover a besoin d'une révision complète. 3 200 €. À chaque demande, je payais. Mais chaque virement s'accompagnait d'un petit calcul mental. Total des cadeaux depuis Noël. 16 200 €. 0 appel pour prendre des nouvelles. 0 visite. 0. Comment vas-tu, papa? Le contraste avec Zoé était frappant. Elle me racontait ses cours, me posait des questions sur le droit notarial, m'envoyait des SMS pour me souhaiter une bonne journée, des détails insignifiants qui avaient plus de valeur que tous les virements bancaires du monde. Un après-midi en plein centre-ville, je suis tombé sur Thomas. Il sortait d'un bar chic de la presqu'île, visiblement en état d'ébriété bien qu'il soit 15 heures. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux et a traversé la rue pour m'éviter. La scène aurait été comique si elle n'avait pas été aussi révélatrice. Mon propre gendre me fuyait comme si j'étais indésirable. J'ai commencé à observer, vraiment observer. Leurs posts Instagram, toujours dans des restaurants hors de prix, toujours en train d'exhiber des achats luxueux. Leur appartement à Confluence, 4 pièces, vue sur la Saône, parking en sous-sol. Je connaissais les prix du quartier, minimum 4 500 € de charges mensuelles. Comment 2 salariés, même confortables, pouvaient-ils se permettre ce train de vie? Une question me taraudait. J'ai fini par appeler un ancien collègue, Maître Renaud, toujours en activité. Dis-moi, Jacques, si je voulais réorganiser ma succession, c'est possible? Tout dépend de ce que tu veux faire, Pierre. La réserve héréditaire protège tes enfants, tu le sais. Céline aura droit à la moitié de ton patrimoine, quoi qu'il arrive. Et si je donnais l'autre moitié de mon vivant? Un silence pensif. Ça, c'est ta quotité disponible. Tu peux en faire ce que tu veux. Donation, testament. Tant que tu respectes la réserve de Céline, tu es libre. Libre. Le mot résonnait merveilleusement. J'ai passé des semaines à me documenter. Le Code civil français est devenu ma lecture de chevet. Articles 9, 112 et 913 sur la réserve héréditaire. Article 578 à 624 sur l'usufruit. Chaque soir, je prenais des notes. Chaque découverte m'ouvrait de nouvelles perspectives. La donation avec réserve d'usufruit, un mécanisme sublime. Je pouvais donner mon appartement à quelqu'un, disons Zoé, tout en gardant le droit d'y vivre jusqu'à ma mort. Après quoi, elle en deviendrait pleinement propriétaire. Et ce bien ne ferait plus partie de ma succession. Céline n'aurait aucun droit dessus, légal, imparable, élégant. Un soir d'automne, Claude et moi dégustions un ermitage exceptionnel chez Simone. Il m'a regardé avec son sourire malicieux de vieux sage. « Tu prépares quelque chose, Pierre. Je te connais maintenant. Ce regard que tu as. Disons que je réfléchis à l'avenir. » Au vrai sens du terme? Ta fille? Ma fille a fait ses choix. Maintenant, je fais les miens. Il a levé son verre. À la famille qu'on choisit. Nous avons trinqué. Et dans ce tintement de cristal, j'ai entendu le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de juste. Puis, un détail m'est revenu. Lors d'une de ses rares visites, en septembre, pour me soutirer encore de l'argent, Thomas s'était vanté au téléphone avec un ami.
J'avais entendu des bribes. Mon beau-père, excellent contact dans le milieu notarial, m'a facilité l'accès. Faciliter l'accès à quoi? Je n'avais rien facilité du tout. Cette phrase anodine s'est transformée en épine. Qu'est-ce qu'il racontait exactement sur moi? Et surtout, à qui? 2 mois plus tard, la réponse m'est tombée dessus comme une brique. J'étais au marché Saint-Antoine quand maître Bertrand, un confrère à la retraite, m'a interpellé. « Pierre, dis donc, ton gendre a l'air bien parti dans les affaires. Il a obtenu un crédit immobilier chez le Crédit Agricole de la Pardieu. Conditions excellentes, paraît-il. » J'ai senti mes tripes se glacer. Un crédit? Quel montant? Je ne sais pas exactement, mais le directeur de l'agence me disait que ton nom avait été mentionné, que tu pourrais, comment dire, servir de caution morale. Enfin, tu vois le genre. Je voyais très bien le genre, et ça ne me plaisait pas du tout. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous dans 3 banques lyonnaises. Même histoire partout. Thomas Richard s'était présenté comme le gendre de Pierre Fabre, notaire renommé. Dans 2 cas, il avait laissé entendre que je pourrais faciliter certaines démarches administratives. Dans un cas, il avait carrément suggéré que je me portais garant. Mensonge, manipulation, utilisation frauduleuse de mon nom et de ma réputation professionnelle. J'ai quitté la dernière agence avec une rage froide qui me consumait de l'intérieur. Ce petit arriviste se servait de moi comme d'un marchepied. Pire, il salissait 40 ans de carrière irréprochable pour ses combines minables. La décision s'est prise en 1 seconde. Je savais exactement qui appeler. François Moreau, détective privé, discret, efficace, légèrement cynique, exactement ce qu'il me fallait. Son bureau rue de la République sentait le café froid et le tabac. « Monsieur Fabre, quel bon vent? Je veux que vous enquêtiez sur mon gendre, Thomas Richard, 42 ans, directeur commercial chez Tech Solutions. Je veux savoir tout. Ses revenus réels, ses dépenses, ses crédits, ses combines. Tout. » Moreau a pris des notes sans sourciller. Budget? Illimité, je veux des preuves solides, recevables devant un tribunal si nécessaire. Donnez-moi 3 semaines. J'ai quitté son bureau avec une détermination nouvelle. Thomas voulait jouer? Parfait. Mais il ignorait à qui il avait affaire. Un notaire ne se contente pas de connaître la loi. Il sait comment la faire chanter. Pendant ce temps, Zoé progressait magnifiquement. Elle avait lâché son job du matin, ses cernes s'estompaient, ses résultats explosaient. Fin octobre, elle m'a montré son bulletin. 16 de moyenne générale. Elle rayonnait. Grâce à vous, monsieur Fabre. Sans vous. Appelle-moi Pierre. Et c'est toi qui as fait le travail. Elle m'a embrassé sur la joue. Un geste simple, spontané, filial. Quand Céline m'avait-elle embrassé pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais même plus. Puis est arrivé le dîner. L'événement rare. Céline avait daigné m'inviter dans leur appartement de Confluence pour rattraper le temps perdu. J'aurais dû me méfier. Leur salon était une vitrine de mauvais goût coûteux. Canapé design à 8 000 €, table basse en marbre importé, écran plasma qui couvrait la moitié du mur. Tout criait l'argent qu'il n'avait pas. Thomas m'a servi un champagne médiocre avec des airs de grand seigneur. « Alors, beau papa, comment va la retraite? Pas trop difficile de ne plus travailler ?» Beau papa. Comme si nous étions intimes. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance faussement cordiale. Céline papotait de ses collègues, de leurs vacances prévues aux Maldives. Thomas pontifiait sur l'économie digitale. Puis, au dessert, la vraie raison de l'invitation. « Au fait, papa, on refait complètement la salle de bain. Carrelage italien, robinetterie gros, douche à l'italienne. Le devis est à 15 000 €. Tu pourrais nous aider ?» Thomas a ajouté avec ce sourire condescendant qui me donnait envie de lui casser les dents. Considère ça comme un investissement dans le patrimoine familial. Un jour, tout reviendra à Céline de toute façon, autant que ce soit bien entretenu. Et puis mais tes petits-enfants, quand nous en aurons, méritent le meilleur, non? J'ai sorti mon chéquier, j'ai écrit le montant, 15 000 €. J'ai signé, déchiré le chèque, et je le leur ai tendu. Mais dans ma tête, j'ai ajouté cette somme au grand total. Depuis Noël, 31 200 €. Pas un merci sincère, pas une vraie visite,
juste des factures déguisées en relations familiales. Thomas a empoché le chèque avec désinvolture. « Merci Pierre, tu es vraiment… » Il a cherché ses mots. Pratique, pratique. J'étais un distributeur automatique de billets. Voilà ce que j'étais devenu pour eux. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message de Moreau sur mon répondeur. « Monsieur Fabre, premier rapport prêt. Vous allez être surpris. Appelez-moi. » Le lendemain, dans son bureau, il m'a tendu un dossier épais. « Votre gendre est un artiste. 5 crédits en cours. Total 340 000 €, dont 3 obtenus en mentionnant votre nom comme « relation professionnelle privilégiée ». Il a laissé croire à 2 banques que vous pourriez intervenir si problème. C'est limite de l'escroquerie. J'ai parcouru les documents, chaque page me confirmait ce que je savais déjà. Thomas était un escroc de petite envergure. Pathétique, vraiment, mais dangereux. Continuez à creuser, ai-je ordonné. Je veux tout. Chaque mensonge, chaque entourloupe, chaque combine. Moreau a souri. Avec plaisir, c'est rare d'avoir un client qui paie aussi bien pour se venger légalement. Je ne me vengeais pas. Je rétablissais la justice. Nuance importante. En sortant de chez Moreau, j'ai appelé Maître Renaud. Jacques, cette donation avec réserve d'usufruit dont on a parlé. J'ai besoin de tous les détails. Je veux que ce soit blindé juridiquement, inattaquable. Tu es sérieux? Plus que jamais. Cette nuit-là, dans mon appartement silencieux, j'ai ouvert mon carnet. J'ai tracé un tableau. D'un côté, Céline et Thomas. Leur demande d'argent, leurs mensonges, leurs manipulations. De l'autre, Zoé, Simone, Claude. Leur authenticité, leur chaleur, leur présence réelle. Le choix était évident. 7 ans, me suis-je répété. Dans 7 ans, Zoé aurait son diplôme de notaire. Dans 7 ans, tous mes plans seraient en place. Dans 7 ans, Céline comprendrait. Mais d'abord, il fallait construire, méthodiquement, légalement, définitivement. J'ai refermé le carnet et j'ai souri dans l'obscurité. Thomas utilisait mon nom pour ses petites magouilles. Parfait. Bientôt, mon nom serait gravé sur un testament authentique qui le ferait pleurer de rage. La patience est une vertu notariale. Et j'avais tout mon temps. 3 ans se sont écoulés comme dans un rêve étrange. Un rêve où ma vraie fille s'effaçait tandis qu'une autre prenait sa place. Zoé a obtenu son diplôme en juin avec mention très bien. La cérémonie à l'université Lyon 3 était simple mais émouvante. Elle portait sa robe noire de diplômée, les yeux brillants de fierté et d'épuisement. Quand son nom a été appelé, j'ai applaudi plus fort que tous les parents présents, parce que c'est ce que j'étais devenu au fond, un père de substitution. « Merci, Pierre », m'a-t-elle dit après en m'embrassant. « Sans vous, je serais encore en train de servir des cafés à 6 heures du matin. Tu as fait tout le travail, Zoé. Moi, j'ai juste… » facilité les choses. Elle m'a regardé avec une intensité particulière. « Vous m'avez donné ma chance. Un jour, je vous rendrai ça. Oh, ma petite, tu ne sais pas à quel point tu vas me le rendre. » J'ai utilisé mes contacts pour lui trouver un stage chez Maître Fontaine, un confrère respecté dont l'étude se trouvait près de la place Bellecour. 2 ans de formation pratique, c'était la règle. Zoé s'y est jetée avec une détermination qui m'a rappelé moi, il y a 45 ans. Pendant ces 3 années, Céline m'a appelé exactement 12 fois. 11 pour demander de l'argent, 1 pour m'annoncer qu'il partait aux Maldives et que ce serait sympa si je pouvais participer aux frais, genre 7 000 €. J'ai payé, à chaque fois, mais chaque virement était accompagné d'une note dans mon carnet. Le total grimpait. 68 400 € au dernier décompte. Pas un repas partagé, pas un café, pas même un appel pour mon anniversaire. Le contraste avec Zoé devenait obscène. Elle m'invitait chez Simone tous les dimanches. On parlait droit, jurisprudence, cas compliqués. Elle me racontait ses difficultés au stage, me demandait conseil. Parfois, Claude se joignait à nous et on finissait la soirée autour d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à disserter sur la vie. C'était Zoé qui m'avait accompagné chez le médecin quand j'avais eu cette mauvaise grippe en hiver. C'était elle qui avait remarqué que je boitais et m'avait forcé à consulter pour mon genou. C'était elle qui m'appelait le soir, juste pour parler. Alors oui, quand le moment est venu, le choix était évident. Un matin de printemps,
J'ai pris rendez-vous chez Maître Renaud. Mon vieil ami avait compris, au ton de ma voix, que ce n'était pas une simple consultation. Dans son bureau sentant le vieux papier et la cire d'abeille, je lui ai exposé mon plan. Je veux faire une donation avec réserve d'usufruit, mon appartement à Zoé Dupont. Jacques a posé son stylo. Tu es sérieux? Totalement. Céline va. Céline aura sa réserve héréditaire. C'est la loi. 50% de ce qui restera dans ma succession. Mais si j'ai déjà donné l'appartement, il ne fait plus partie de la succession. Jacques a hoché lentement la tête. Techniquement légal. Moralement, Pierre, c'est ta fille. Biologiquement, oui. Mais la famille, Jacques, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là quand tu en as besoin. Il a soupiré, puis sortit ses formulaires. Tu gardes l'usufruit? À vie. Je veux continuer à vivre dans mon appartement. Zoé obtiendra la nue propriété. À ma mort, elle deviendra pleinement propriétaire sans que ça passe par la succession. 520 000 € ton appartement vaut? Environ. Et ma collection de vins, 80 000 €, je vais la partager. Moitié à Claude Martin, moitié en donation à Zoé également. Jacques prenait des notes, son visage impassible de professionnel. Avec ce que tu as en placement et épargne, il restera quoi? 100 000 €? À peu près. Céline aura droit à la moitié. 50 000 €. C'est généreux pour quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis 3 ans. Le silence s'est installé. Jacques me regardait avec un mélange d'admiration et de tristesse. Tu veux que je prépare les actes? Non, je veux que Zoé les prépare. Sous ta supervision, évidemment. Elle finit son stage dans 6 mois. Ce sera son premier grand dossier comme notaire, fraîchement assermenté. Jacques a souri malgré lui. Tu as tout prévu. Jacques, j'ai été notaire pendant 40 ans. Prévoir, c'est ce que je sais faire. Moreau, le détective, m'envoyait régulièrement ses rapports. Thomas était une mine d'or d'incompétences criminelles. Encore 2 crédits frauduleux. Des factures de restaurant à 800 € qu'il faisait passer en frais professionnels alors qu'il s'agissait de dîners personnels. Des déclarations fiscales, créatives. J'archivais tout. Méthodiquement, chronologiquement, avec les preuves. Un jour, peut-être bientôt, tout cela servirait. Mais pas encore. Pas avant que tous les documents ne soient signés. Pas avant que Zoé ne soit officiellement notaire. Pas avant que mon plan ne soit parfait. Chez Simone, la vie continuait, chaleureuse et simple. Claude m'avait offert une bouteille magnifique pour mes 70 ans. Un Hermitage 1985, l'année de naissance de Zoé. La symbolique ne lui avait pas échappé. À la famille qu'on choisit, avait-il dit en trinquant. Céline n'avait pas appelé pour mon anniversaire. Mais 2 semaines plus tard, elle avait téléphoné pour 12 000 €, nouveau canapé et home cinéma. J'avais payé. Et noté, le piège se refermait, lentement, inexorablement, légalement. Et le plus beau, il ne se doutait de rien. 1 an et demi plus tard, par un matin de novembre froid et lumineux, Zoé a prêté serment. La cérémonie au tribunal de Lyon était sobre et solennelle. Elle portait sa robe d'avocate, celle des notaires est similaire, et quand elle a prononcé la formule rituelle, sa voix ne tremblait pas. J'étais au premier rang, seul représentant de sa famille. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 20 ans. Elle n'avait personne d'autre que nous. Simone, Claude, moi, sa nouvelle famille. Après la cérémonie, je l'ai serrée dans mes bras. Maître Dupont, ça sonne bien. Parrain. Elle utilisait ce terme depuis 2 ans. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu vas me rendre un service, un très grand service, mais d'abord, on célèbre. Le déjeuner chez Simone a duré jusqu'à 16 heures. Champagne, rire, fierté collective. Claude a raconté des anecdotes embarrassantes sur ses débuts de sommelier. Simone a pleuré de joie. Zoé rayonnait. Céline n'a pas appelé. Elle ne savait même pas que Zoé existait. La semaine suivante, dans le bureau flambant neuf que Zoé louait place Bellecour, avec mon aide financière, bien sûr, nous nous sommes installés pour le grand jeu. Maître Leroux était présent aussi. Philippe Leroux, avocat que j'avais engagé spécifiquement pour superviser l'opération. Pas un ami. Un professionnel payé pour s'assurer que tout soit irréprochable.
Monsieur Fabre, a commencé Zoé, son ton devenu formel et professionnel. Vous êtes certain de vouloir procéder à cette donation? Absolument certain, maître Dupont. Elle a souri imperceptiblement avant de reprendre son sérieux. Bien, l'acte de donation avec réserve d'usufruit concerne votre appartement situé. Sa voix claire a énuméré tous les détails. 95 mètres carrés, 5e étage, 6e arrondissement. Valeur estimée, 520 000 euros. Je cédais la nue propriété à Zoé Dupont. Je conservais l'usufruit à vie. Maître Leroux prenait des notes, vérifiant chaque clause. L'usufruitier, vous, monsieur Fabre, conserve le droit d'habiter les lieux jusqu'à son décès. Le nu propriétaire, mademoiselle Dupont, ne peut ni habiter, ni vendre, ni modifier le bien sans votre accord. À votre décès, la pleine propriété lui reviendra automatiquement, sans passer par la succession. C'est exact, ai-je confirmé. Vous comprenez les implications? Votre fille, Céline Fabre-Thomas, ne pourra pas revendiquer ce bien dans votre succession. Je le comprends parfaitement. Elle recevra sa réserve héréditaire, 50% du reste de mes biens. Environ 50 000 euros. C'est conforme à la loi française. Zoé a relu l'acte une dernière fois. Puis, elle a sorti le sceau officiel des notaires de France. Le bruit du tampon sur le papier a résonné dans le silence du bureau. Clic. Définitif. Irrévocable. Légal. J'ai signé. Zoé a signé. Maître Leroux a signé comme témoin. Un deuxième notaire, Maître Fontaine, était présent et a contresigné. Béton armé juridique. Félicitations, a dit Maître Leroux en rangeant ses documents. C'est un acte parfaitement légal et totalement inattaquable. Zoé me regardait avec une émotion contenue. Je ne mérite pas ça. Si, plus que tu ne le crois. Nous avons continué. Ma collection de vins, moitié à Claude, moitié à Zoé. Mes placements financiers, 30 000 euros à Simone pour investir dans son bistrot. 21 000 euros à une association caritative que Zoé m'avait fait découvrir. Le reste, environ 50 000 euros, constituait ce qui resterait dans ma succession. Et puis le testament authentique, le vrai, celui qui comptait. Zoé l'a rédigé sous ma dictée, Maître Leroux vérifiant chaque mot. Si je mourais, Céline recevrait sa réserve héréditaire, 25 000 euros, la moitié de ce qui restait. L'autre moitié irait à des œuvres caritatives. Tout était propre, tout était légal, tout respectait scrupuleusement le Code civil français, et tout était une gifle magistrale. En sortant de chez Zoé ce jour-là, j'ai regardé le ciel de novembre, gris et froid, au-dessus de Lyon. Quelque part dans cette ville, Céline et Thomas vivaient leur vie de faux-semblants, convaincus qu'un jour, à ma mort, ils hériteraient de tout. Ils se trompaient. L'appartement de 520 000 euros, déjà parti. La collection de vins de 80 000 euros, distribuée. Les économies, dispersées. Total pour Céline, 25 000 euros. Peut-être 30 000 si je vivais encore quelques années et économisais un peu. J'ai souri. Un sourire froid, satisfait, parfaitement en paix avec lui-même. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Attendre qu'ils aient besoin de moi. Attendre qu'ils viennent, la main tendue, certains que papa distributeur allait encore payer. Et là, oh là, la surprise serait délicieuse. Moreau m'avait envoyé son dernier rapport. Thomas avait 340 000 euros de dette. Leur train de vie était une pyramide de Ponzi personnel. Tôt ou tard, tout s'effondrerait. Et quand ça arriverait, quand ils viendraient me supplier, quand ils me demanderaient de vendre mon appartement, de prendre une hypothèque, de les sauver, je leur dirais la vérité, que l'appartement n'était plus à moi, que je n'avais plus rien à vendre, que la loi française protégeait les enfants, certes, mais qu'elle protégeait aussi les pères qui savaient lire le Code civil. En rentrant chez moi, mon appartement qui appartenait désormais à Zoé sur le papier, mais où je vivrais jusqu'à mon dernier souffle, j'ai ouvert une bouteille. Un Côte-du-Rhône modeste, mais honnête, j'ai trinqué seul face à la nuit lyonnaise. À la justice, ai-je murmuré. La vraie, celle qu'on construit soi-même avec de la patience et du Code civil. Quelque part, un téléphone allait bientôt sonner. Une urgence, un accident, une catastrophe financière. Et là, enfin, le rideau se lèverait.
J'avais attendu 7 ans. Je pouvais attendre encore un peu, mais pas beaucoup. Un an s'est écoulé dans un calme trompeur. Puis, par un après-midi de décembre glacial, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Fabre? Ici l'hôpital Lyon-Sud. Votre fille Céline a été admise aux urgences suite à un accident de la route. Elle est en salle d'opération. Le monde s'est arrêté. Peu importe la distance qui nous séparait, c'était toujours ma fille. Mon cœur a fait un bond douloureux dans ma poitrine. 20 minutes plus tard, j'étais à l'hôpital. Thomas m'attendait dans le couloir des soins intensifs, les cheveux en bataille, le visage gris. Il puait l'alcool et la peur. Pierre, sa voix était méconnaissable. Elle a percuté la glissière centrale sur l'A7. Le Range Rover est détruit. Elle est dans le coma. J'ai regardé mon gendre, cet homme qui m'avait méprisé pendant 7 ans, trembler comme une feuille. Une partie de moi ressentait de la pitié. Une toute petite partie. Les médecins disent quoi? Fractures multiples, traumatisme crânien, lésions à la colonne vertébrale. Ils ne savent pas si elle marchera à nouveau. Nous sommes restés là, dans ce couloir aseptisé, pendant des heures, en silence. Que pouvions-nous dire? Pendant 7 ans, nous ne nous étions quasiment pas adressé la parole. Céline a survécu à l'opération. Puis est restée dans le coma. 2 semaines. 2 semaines où je suis venu tous les jours. Pas pour Thomas, pour ma fille. Malgré tout, pour ma fille. Thomas, lui, calculait déjà. Je le voyais dans ses yeux rougis par le manque de sommeil. Il n'avait pas l'air d'un mari inquiet. Il avait l'air d'un homme qui fait des comptes. Quelques jours avant Noël, Céline s'est réveillée, faible, confuse, le corps en miettes, mais vivante. Les médecins ont été clairs. 6 mois de rééducation intensive, minimum, dans une clinique privée spécialisée. 180 000 €, a murmuré Thomas en sortant de la réunion avec les médecins. La sécurité sociale couvre 60%. Il manque 180 000 € pour la clinique de Chamonix. Sans ça, c'est la rééducation publique. Des mois d'attente, pas de garantie qu'elle remarche. Il m'a regardé, pour la première fois en 7 ans, vraiment regardé. On a 25 000 € d'économie. Le reste, on ne peut pas. J'ai attendu. Laissé le silence s'installer. Laissé l'espoir germer dans ses yeux. Pierre, écoutez, je sais qu'on n'a pas toujours, enfin, mais c'est Céline, votre fille. Elle a besoin de vous. Voilà, enfin, le moment que j'attendais depuis 7 ans. Votre appartement, a-t-il continué, la voix tremblante d'espoir calculateur, il vaut 520 000 €. Si vous le vendez, ou même une hypothèque, 180 000, c'est réalisable. On vous remboursera, je vous le jure. Ces promesses vides sonnaient comme de la musique. Une musique discordante, désespérée. « Laisse-moi réfléchir », ai-je répondu calmement. Son visage s'est illuminé. L'imbécile. Il pensait avoir gagné. Dans les jours suivants, Thomas m'a harcelé. Messages, appels, visites à l'hôpital où il calculait à voix haute. Si on vend l'appartement rapidement, on pourrait avoir les fonds avant fin janvier. La clinique accepte de nous garder une place jusqu'au 15 janvier si on verse un acompte de 50 000 €. Vous pourriez nous avancer ça en attendant la vente? Je l'écoutais débiter ses plans. 50 000 par-ci, 100 000 par-là. Il organisait ma vie, mon patrimoine, avec le naturel d'un homme qui n'a jamais douté une seconde que tout lui revenait de droit. Céline, dans son lit d'hôpital, pleurait doucement. « Papa, je sais que j'ai été horrible, je sais, mais s'il te plaît, j'ai si mal. J'ai peur de ne plus jamais marcher. » Mon cœur s'est serré. C'était ma fille, ma petite fille, celle que j'avais portée sur mes épaules, dont j'avais séché les larmes, à qui j'avais appris à faire du vélo. Mais c'était aussi la femme qui m'avait rejeté, qui m'avait traité comme un distributeur automatique, qui avait choisi le mépris de son mari plutôt que l'amour de son père. « Je vais réfléchir », ai-je répété. Le 22 décembre, Thomas m'a donné un ultimatum. « Pierre, il faut décider. La clinique a besoin d'une réponse avant Noël. C'est maintenant ou jamais. » J'ai hoché la tête. « D'accord. Je vous donne ma réponse le 24 décembre, à midi, ici dans la chambre de Céline. » Il a souri, ce sourire suffisant que je connaissais si bien. « Parfait.
Je préviens la clinique qu'on aura l'argent. » Pauvre idiot, il ne savait pas qu'il venait de programmer sa propre exécution. Le 24 décembre, 7 ans jour pour jour après ce coup de fil qui avait tout changé. La symétrie était poétique. Le 24 décembre à midi, je suis entré dans la chambre d'hôpital. Céline était assise dans son lit, pâle mais éveillée. Thomas debout à côté d'elle, les bras croisés, l'air satisfait. « Alors, Pierre, a-t-il attaqué immédiatement? Vous avez pris votre décision. » Je me suis assis, lentement. J'ai posé les mains sur mes genoux, calme, maître de moi. Oui, j'ai une réponse. Céline s'est redressée, les yeux pleins d'espoir. « Papa, Céline, il y a exactement 7 ans aujourd'hui, tu m'as appelé. Tu m'as dit de ne pas venir pour Noël, que ton mari me trouvait embarrassant. Ringard, pas assez bien pour votre monde. » Son visage s'est décomposé. Elle se souvenait. Je me suis retrouvé seul ce soir-là, complètement seul. Ma femme était morte, ma fille me rejetait. Et pendant 7 ans, tu m'as traité comme un guichet automatique. 68 400 €, c'est ce que je vous ai donné, sans jamais un merci sincère, sans jamais une vraie visite. Papa, laisse-moi finir, aujourd'hui tu as besoin de 180 000 €, et Thomas pense que je vais vendre mon appartement pour vous les donner. Thomas a hoché vigoureusement la tête. Exactement, c'est la seule solution sensée. Vous êtes seul dans cet appartement de toute façon. Vous pourriez prendre quelque chose de plus petit et l'appartement n'est plus à moi. Le silence a explosé dans la chambre. Quoi? Thomas est devenu livide. J'ai fait une donation avec réserve d'usufruit il y a 13 mois. L'appartement appartient désormais à Zoé Dupont. J'en garde l'usage jusqu'à ma mort, mais je ne peux ni le vendre ni l'hypothéquer. Il ne m'appartient plus. Céline a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux papillonnaient entre moi et Thomas, comme si elle cherchait à comprendre une langue étrangère. « C'est impossible !» a bégayé Thomas. « Vous ne pouvez pas avoir fait ça. Qui est cette Zoé ?»« Une jeune femme que j'ai aidée à devenir notaire. Elle s'occupe désormais de mes affaires. »« Vous êtes devenu fou !» Thomas criait maintenant. « Vous avez donné notre héritage à une inconnue. »« Votre héritage? L'héritage existe après la mort. Je suis vivant, et je dispose de mes biens comme je l'entends. Ma collection de vins, donnée à Claude Martin, un ami, mes placements, en partie donnés à Simone Bernard pour son restaurant. Le reste? Des œuvres caritatives. » Céline pleurait maintenant, de vraies larmes qui coulaient sur ses joues quoiqu'opoques creuses. « Mais papa, qu'est-ce qu'il me reste? Ta réserve héréditaire. La loi française te protège. En tant que fille unique, tu as droit à 50% de ce qui constituera ma succession. Ce qui reste, après les donations, c'est environ 50 000 €. Tu en auras la moitié, 25 000 €. Le chiffre a flotté dans l'air comme une condamnation. 25 000 €, a répété Thomas, blanc comme un linge. Vous nous laissez 25 000 €. C'est ce que la loi m'oblige à laisser à Céline. Pas un euro de plus. Thomas s'est jeté vers moi, le visage tordu de rage. On va attaquer ça. On va prouver que cette Zoé vous a manipulé. Captation d'héritage. Abus de faiblesse. Je l'ai regardé calmement. Essayez. J'ai des certificats médicaux prouvant ma pleine capacité mentale. J'ai les témoignages de 2 notaires indépendants présents lors de la signature. J'ai des preuves que c'est moi qui ai aidé Zoé financièrement, pas l'inverse. Tous les actes sont conformes au Code civil. Maître Leroux, mon avocat, sera ravi de vous l'expliquer en détail. Salopard! Il a craché le mot. Attention, Thomas, les insultes devant témoins, ça peut coûter cher. Céline sanglotait maintenant. Papa, comment tu peux faire ça? Je suis ta fille. 7 ans, ai-je répondu doucement. 7 ans pendant lesquels tu n'as été ma fille que quand tu avais besoin d'argent. La famille, Céline, ce n'est pas le sang, c'est ceux qui sont là quand tu en as besoin. Zoé a été plus ma fille en 7 ans que toi en 38. Je me suis levé. La réserve héréditaire vous attend, après ma mort. D'ici là, débrouillez-vous. On va te détruire! Thomas hurlait maintenant. On va contester chaque acte. On va te traîner en justice. On va... Faites ce que vous voulez, vous perdrez. Et chaque procédure vous coûtera en frais d'avocat ce que vous espériez gagner.
Je me suis dirigé vers la porte. Céline a tendu la main vers moi. « Papa, s'il te plaît !» Je me suis retourné une dernière fois. « Tu as fait un choix il y a 7 ans, Céline. Aujourd'hui, tu vis avec les conséquences. Joyeux Noël. » J'ai fermé la porte sur ses sanglots. Dans le couloir, mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas facile, ça ne l'avait jamais été, mais c'était juste. Mon téléphone a vibré. Un message de Zoé. « Tout va bien, parrain ?» J'ai souri et tapé ma réponse. « Tout va très bien, à ce soir chez Simone. » Derrière moi, j'entendais Thomas hurler dans la chambre. Des menaces, des promesses de vengeance, du bruit et de la fureur. Mais moi, je savais quelque chose qu'il ignorait encore. Ces menaces étaient vides, ces recours inexistants. Et ses propres crimes, ces 340 000 € de crédits frauduleux accumulés en utilisant mon nom, allaient bientôt remonter à la surface. La partie ne faisait que commencer. Et j'avais encore des cartes à jouer. Des cartes qu'il ne voyait pas venir. Quelques jours plus tard, l'assignation est arrivée. Une enveloppe officielle, remise en main propre par un huissier de justice. Thomas et Céline attaquaient la donation. Maître Caroline Dubois, leur avocate, réclamait l'annulation pour captation d'héritage et vice du consentement. J'ai lu le document dans mon fauteuil, un café à la main. 23 pages de jargon juridique qui se résumaient à une chose. Il pensait pouvoir prouver que Zoé m'avait manipulé. J'ai souri, puis j'ai appelé Zoé. « Ils ont fait exactement ce que tu avais prédit, lui ai-je dit. Je sais, Maître Dubois vient de me contacter, elle veut accéder au dossier complet. » Sa voix était calme, professionnelle. Elle va être déçue. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard au tribunal de grande instance de Lyon. La salle sentait le bois ciré et la tension. Thomas et Céline étaient assis au premier rang, elle en fauteuil roulant, lui le visage fermé. Maître Dubois, la cinquantaine élégante, compulsait des notes. De mon côté, Maître Leroux et Zoé. Ma petite Zoé en robe d'avocate, sereine comme un lac de montagne. Le juge, Madame Mercier, a ouvert la séance. Maître Dubois a plaidé avec passion. Vice du consentement, abus de faiblesse, captation d'héritage. Elle a dressé le portrait d'un vieil homme vulnérable, manipulé par une jeune femme opportuniste. Monsieur Fabre, à 67 ans, veuf depuis 10 ans, isolé, a été la proie d'une stratégie calculée. J'écoutais sans broncher. Quand elle a fini, le juge s'est tourné vers Zoé. « Maître Dupont, vous représentez Monsieur Fabre ?»« Je représente les faits, Madame la juge. » Zoé a ouvert son dossier. Méthodiquement, elle a démonté chaque argument. Certificat médical daté de 2 jours avant la signature, capacité mentale pleine et entière. Témoignage de Maître Renaud et Maître Fontaine, tous 2 notaires indépendants présents lors de la signature. Relevé bancaire, prouvant que j'avais financé les études de Zoé, pas l'inverse. Monsieur Fabre a agi en pleine connaissance de cause, conformément aux articles 913 et suivants du Code civil concernant la quotité disponible. La réserve héréditaire de Mademoiselle Fabre-Thomas est scrupuleusement respectée. Maître Dubois a tenté une contre-attaque. Mais pourquoi donner à une étrangère plutôt qu'à sa propre fille? Zoé l'a regardé calmement, parce que la loi française permet à tout citoyen de disposer librement de sa quotité disponible. Monsieur Fabre n'a violé aucune loi. Il a simplement exercé son droit. Le juge a consulté les documents. Le silence s'étirait. Thomas remuait sur sa chaise, nerveux comme un animal en cage. « Demande rejetée », a finalement déclaré Madame Mercier. L'acte de donation est valide. La partie plaignante est déboutée et condamnée aux dépens. Le marteau a frappé. Thomas s'est levé d'un bond. « C'est une mascarade !» Le juge lui a jeté un regard glacial. « Maître Dubois, contrôlez votre client. » Mais je n'avais pas fini. Maître Leroux s'est levé. « Madame la juge, mon client souhaite déposer plainte pour usage frauduleux de son nom et de sa réputation. » J'ai vu Thomas pâlir. Enfin, Moreau, le détective, a été appelé comme témoin. Il a présenté 7 ans de recherche. Chaque crédit obtenu en utilisant mon nom. Chaque mensonge à un banquier. 340 000 € de dettes frauduleuses. Monsieur Richard s'est présenté comme le gendre de Pierre Fabre, notaire renommé,
laissant entendre que M. Fabre se portait garant ou pouvait faciliter les démarches administratives. À aucun moment M. Fabre n'a donné son accord. Le visage de Thomas était passé du blanc au gris cendre. Céline le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu as fait quoi ?» Madame Mercier a ordonné une enquête bancaire approfondie. Les 3 banques ont été notifiées. En sortant du tribunal, Thomas m'a rattrapé dans le couloir. « Vous allez me détruire, c'est ça? Vous allez ruiner votre propre fille par la même occasion. » Je me suis arrêté, les regarder bien en face. « Je ne ruine personne, Thomas. Je révèle simplement la vérité. Toi, tu t'es ruiné tout seul. Céline, elle a fait son choix il y a 7 ans. Maintenant, elle vit avec. Elle est votre fille. Et toi, tu es un escroc. La différence, c'est que moi, j'ai des preuves. » Les semaines suivantes ont été un effondrement en cascade. Tech Solutions, la compagnie de Thomas, a lancé une enquête interne. Ils ont découvert d'autres irrégularités. Il a été licencié pour faute grave. Pas d'indemnité, pas de lettre de recommandation. Les banques ont exigé le remboursement immédiat. 340 000 € qu'il n'avait pas. Leur appartement de Confluence est passé en vente forcée. J'ai vu l'annonce en ligne. Belle vue sur la Saône, 4 pièces, saisie judiciaire. Ironie du sort. Céline m'a appelé une dernière fois. « Papa, on va tout perdre. On n'a nulle part où aller. » Vous avez des choix, des logements sociaux, des aides de l'État. La France ne laisse pas ses citoyens dans la rue. Mais papa, Céline, j'ai respecté la loi à chaque instant. Ton mari, lui, ne l'a pas fait. Les conséquences ne sont pas de mon fait. Tu es cruel. Je suis juste. Il y a une différence. J'ai raccroché. Le soir même, chez Simone, Claude m'a servi un Croze Hermitage exceptionnel. À la justice, a-t-il dit en levant son verre. À la vraie famille, ai-je répondu. Zoé est arrivée plus tard, les yeux brillants. Parrain, j'ai reçu une lettre du barreau. Ils me félicitent pour ma gestion de l'affaire. Ils disent que c'était un modèle de rigueur juridique. Je l'ai serré dans mes bras. Tu l'as mérité. Dehors, Lyon scintillait dans la nuit de janvier. Quelque part dans cette ville, Thomas et Céline faisaient leur carton, rassemblaient les morceaux d'une vie qu'ils avaient eux-mêmes brisée. Moi, je dégustais un excellent vin avec des gens qui m'aimaient vraiment. La justice n'est pas toujours rapide. Mais quand elle arrive, elle est implacable. 1 mois plus tard, début janvier, j'ai reçu un dernier appel de Céline. « Papa », sa voix était brisée. On est dans un studio de 30 mètres carrés à Vénissieux. Thomas, il cherche du travail mais personne ne veut de lui. Mon dos, je ne peux toujours pas marcher sans béquille. S'il te plaît, aide-nous. Juste, un peu. Je suis ta fille. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Céline, il y a 7 ans, tu m'as rejeté parce que je n'étais pas assez bien pour ton mari. Tu as choisi son mépris plutôt que mon amour. Aujourd'hui, tu veux que je paie pour réparer les erreurs de ce même mari ? Je sais que j'ai eu tort. Tu le sais maintenant, quand tu as besoin d'argent. Mais pendant 7 ans, où étais-tu ? Silence. Puis des sanglots. La loi française te protège. Ai-je continué doucement mais fermement. Tu recevras ta réserve héréditaire. 25 000 € après ma mort. C'est ce que je suis obligé de te laisser. Pas un centime de plus. D'ici là, débrouille-toi. Comment tu peux être aussi dur ? Je ne suis pas dur, je suis juste. Toi et Thomas, vous avez construit une maison de cartes. Elle s'est effondrée. Ce n'est pas ma faute. Ce ne sont pas mes conséquences à assumer. Je ne te pardonnerai jamais. C'est ton droit. Bonne chance, Céline. J'ai raccroché pour la dernière fois. Le soir même, Simone organisait une fête tardive pour l'épiphanie au bistrot. La tradition voulait qu'on célèbre avec tous les habitués, même si on était en retard sur le calendrier. La salle était pleine, Zoé, Claude, Estelle et François, d'autres visages familiers. Des gens qui s'étaient transformés en famille au fil des années. J'ai levé mon verre de Côte-d'Arône, tout le monde s'est tu, à la famille, ai-je dit, la vraie, celle qu'on choisit, celle qui est là dans les tempêtes comme dans le calme, celle qui ne demande rien d'autre que de partager un repas, un verre, un moment. À la famille, ont-ils tous répété. Zoé s'est approchée, les larmes aux yeux. Merci, parrain, pour tout. C'est moi qui te remercie.
Tu m'as rappelé que la vie continue, que la loyauté existe encore, que tout n'est pas perdu. Elle a souri. L'appartement, vous savez que je ne le vendrai jamais, n'est-ce pas? Même après. Je sais, c'est pour ça que je te l'ai donné. Simone a apporté la galette des rois. Énorme, dorée, parfaite. Claude a coupé les parts avec la solennité d'un sommelier servant un grand cru. J'ai trouvé la fève dans ma part. Tout le monde a applaudi. Le roi! Le roi! On m'a coiffé de la couronne en carton doré. Ridicule, merveilleux. Plus tard dans la soirée, alors que je fumais une cigarette dehors, un plaisir rare que je m'accordais lors des grandes occasions, Claude m'a rejoint. « Tu as fait ce qui était juste », m'a-t-il dit. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » C'est la même chose. Nous avons regardé Lyon en silence. Les lumières de la ville se reflétaient sur le Rhône. Quelque part là-bas, dans un studio de 30 mètres carrés, Céline et Thomas comptèrent leurs dettes. Je n'ai ressenti aucune joie particulière à cette pensée, mais aucun remords non plus. Juste de la paix. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit à Claude. Pendant 40 ans, j'ai aidé des familles à régler leur succession. J'ai vu la cupidité, les mensonges, les trahisons. Je pensais que ma famille serait différente. Elle l'est, ta vraie famille. Il avait raison. En rentrant chez moi ce soir-là, dans mon appartement qui appartenait légalement à Zoé mais qui était mon foyer, j'ai ouvert mon coffre. Tous les documents étaient là, parfaitement classés. La donation, le testament, les preuves contre Thomas, les relevés bancaires. 40 ans de carrière notariale m'avaient appris une chose. La loi française est complexe, mais elle est juste, si on la comprend, si on la respecte, si on sait l'utiliser. Je n'avais rien fait d'illégal, pas une seule fois. J'avais simplement choisi qui méritait mon patrimoine. Et la loi m'avait donné ce droit. Réserve héréditaire respectée? Oui, Céline aurait ses 25 000 €, après ma mort, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30. D'ici là, je comptais bien profiter de chaque instant. Je me suis servi un dernier verre, un Châteauneuf du Pape que Claude m'avait offert. Je l'ai dégusté lentement, savourant chaque note. Ma fille biologique m'avait rejeté. Ma fille choisie m'avait accueilli. Mon gendre m'avait escroqué. Mes amis m'avaient soutenu. Ma famille de sang m'avait trahi. Ma famille de cœur m'avait sauvé. Au final, tout s'était équilibré. Comme dans une bonne équation juridique, dehors, il neigeait doucement sur Lyon. Les flocons tombaient en silence sur la ville endormie. J'ai souri. La vie était belle, et elle était à moi. Définitivement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.